Une obligation de résultat, c'était le premier point évoqué. Le second concernait la mise en place de moyens adaptés. Il s'agissait de créer un réseau de référents handicap identifiés sur ce projet et de favoriser dans les MSA la création et le fonctionnement des commissions handicap. Ce réseau de référents a été créé il y a juste 2 ans et les commissions handicap se sont progressivement mises en place. Le rythme de leur création a suivi les opérations de regroupement des caisses. Ici, aujourd'hui, vous êtes, pour la majorité d'entre vous, l'émanation de ces commissions. Monsieur Istriac a parlé de principe de solidarité d'une part et d'égalité d'autre part. Ce sont 2 principes qui, du point de vue de l'évolution des politiques en direction des personnes handicapées, et pas que des salariés, ont été des questions vues et revues dans le temps et retravaillées, notamment sous la pression des associations qui représentent les salariés. Et nous le savons tous, nous sommes tous concernés, puisque c'est un adulte sur 2 qui, dans sa vie, peut être concerné notamment par une question de handicap, temporaire ou définitif. Et ce qui fait que ce soir, moi j'aimerais bien qu'on puisse dire, eh bien nous avions travaillé d'une certaine manière avant le 18 octobre, et à partir du 18 octobre, on a envie d'aller encore plus loin et de renforcer l'émulation qui existe déjà un petit peu entre nous, mais qui ne peut aller qu'en s'accroissant. Le handicap est une production sociale. Et ce que je voudrais voir sous l'angle anthropologique, c'est les représentations que nous en avons, représentations qui sont liées très certainement aux religieux pendant très longtemps, on va dire jusqu'à la Renaissance, aux politiques, ensuite à l'ordre public, à la médecine et aux juges. Ça, c'est les grandes institutions qui l'ont construit. La deuxième difficulté de parler du handicap, c'est que c'est une extraction récente. Le handicap en tant que tel n'a été défini, le terme a été employé aux alentours de 1957, si vous voulez. Il y a une définition officielle du handicap. Avant la MSA, presque toutes les sociétés dans lesquelles je travaillais ont refusé d'adapter mon poste de travail. Cette situation a fait qu'il m'était devenu de plus en plus difficile de supporter un temps plein. Lors de mon embauche à la MSA, j'ai connu une autre approche du handicap. Afin d'adapter mon poste de travail, j'ai eu une réunion avec mon responsable et le médecin. J'ai besoin d'un fauteuil adapté ainsi qu'un ordinateur dont les fonctionnalités doivent se situer à ma gauche, comme le pavé numérique. Malheureusement, je n'ai pas été informée de l'avancée des opérations. Je n'ai pas eu de contact direct avec l'entreprise qui devait réaliser le siège, ce qui a conduit à des incompréhensions retardant un peu plus sa livraison. Pour le bureau adapté, l'attente a été d'1 mois. Pour le siège, plus de 6. En tant qu'handicapée, je suis souvent confrontée à de nombreux obstacles. Je suis obligée de quémander plusieurs fois, toujours insister. On ne sait jamais à qui s'adresser, où en est le dossier. Pour intégrer la MSA, j'ai dû m'adapter, aller de l'avant, aller vers les autres, les collègues. Le regard des autres sur le handicap peut être interrogateur, curieux, mais aussi manifester une pitié parfois insultante ou de la méchanceté. Il faudrait pourtant pouvoir comprendre les difficultés et disposer d'une aide sans avoir à la demander. Nous avons signé cet accord sur l'emploi des travailleurs handicapés avec des objectifs exigeants en matière notamment de recrutement et de réduction d'effectifs. Donc ça a été un petit peu la grosse problématique et qui a amené les caisses et les organismes à réfléchir à comment modifier notre politique de recrutement dans cet environnement contraint, réduction d'effectifs, mais aussi maîtrise des coûts, et puis productivité. On a évoqué ce thème tout à l'heure, mais il fallait que la MSA s'engage vers une amélioration de sa productivité. Donc ce process repose sur 4 axes. La description du poste et du profil recherché, la recherche du candidat, réussir le recrutement et pour finir le suivi du collaborateur. Donc comme je l'ai dit, on commence par la description du poste à pourvoir et la description du profil recherché, qui est préparée par le responsable hiérarchique du service accueillant en collaboration avec le service GRH. Une attention est donc portée sur les compétences et l'expérience requises pour le poste à pourvoir et non plus sur la réflexion en termes de niveau d'études.
Donc, je suis donc amenée à échanger avec les responsables hiérarchiques sur les exigences du poste à pourvoir. Donc on va aborder les questions de est-ce qu'il y a des déplacements, de la manipulation de documents, est-ce que c'est un poste qui nécessite des stations debout prolongées. Donc ce qui me permet d'avoir une idée précise sur les activités qui seront confiées à la personne retenue et d'apprécier au mieux l'adéquation entre le poste et la situation du candidat. Donc la méthode de recrutement par simulation, comment elle se met en place? Tout d'abord, la plateforme de vocation vient au sein de la MSA, au sein de l'entreprise, pour visualiser le poste, évaluer les capacités qu'il faut pour tenir ce poste. Ensuite, il propose aux dirigeants ou référents handicap, toutes les personnes, tous les interlocuteurs qu'on leur a donnés au sein de l'entreprise, des exercices qui permettent d'évaluer des aptitudes qu'ils ont mis en lumière. Et ensuite, ils font un étalonnage. C'est-à-dire que nos techniciens en protection sociale ont passé cette évaluation, ce qui leur a permis d'avoir une note seuil, la note minimale à atteindre pour passer ensuite les entretiens. Donc plusieurs étapes, l'évaluation des candidats et ensuite les entretiens de motivation, purement de motivation. Ce qui est effectivement beaucoup et assez méconnu. Et le groupe s'honore d'avoir de bons résultats dans les sessions de réinsertion professionnelle des établissements et de réussir à intégrer l'écrasante majorité des stagiaires en entreprise. Les métiers qu'ils ont développés, en fait, ils sont liés à plusieurs choses. Essentiellement au bassin d'emploi dans lesquels ils se situaient et aux projets associatifs. Donc vous voyez qu'il y a une variété de métiers possibles. On a l'habitude de dire 2000 ESAT-EA, 1000 métiers. On a également l'habitude de dire qu'avec le secteur protégé, tout n'est pas possible, mais tout mérite d'être envisagé. Donc si j'avais un conseil à donner aux quelques acheteurs qui sont présents dans la salle, c'est de penser vraiment, lorsqu'ils ont analysé un besoin, qu'il n'y a pas que les entreprises du secteur privé qui peuvent leur répondre, que les ESAT et les EA sont là également. Et puis la dernière difficulté, elle vient, je suis désolée, chaque chanson de vous le dire, mais elle vient aussi des ESAT et des EA eux-mêmes. Le code des marchés publics, ça fait peur. Donc ils ne nous répondent pas, ou peu, ou mal. Donc je passe une partie de mon temps, lorsque j'ai un marché à préparer, à contacter des ESAT, à essayer de les persuader que finalement répondre à un appel d'offres marché public, c'est pas si compliqué que ça. J'en rencontre certains également pour rentrer de façon beaucoup plus approfondie dans la démarche qu'il convient qu'ils fassent pour que leurs offres ne soient pas rejetées. Donc c'est un travail de longue haleine. Ils ne sont pas toujours organisés, ils n'ont pas forcément de force commerciale, mais petit à petit, on sent qu'il y a une évolution des ESAT et des EA qui se regroupent, donc qui deviennent capables, en se réunissant, de faire une offre de service qui est vraiment en capacité de nous répondre, et sur tous les plans. Pas seulement sur le plan technique, mais également sur le plan financier. Je sais qu'on entend souvent des remarques sur « oui, mais ça va nous coûter plus cher ». Non, pas forcément. Si on a bien échangé avec les AT et l'EA, si on lui a donné du temps en amont pour analyser nos besoins, il sera en mesure de nous répondre en étant tout à fait concurrentiel. La dernière des étapes qu'on a essayé de franchir, c'est la fusion des caisses de l'Ain et du Rhône en avril 2010. Et comme dans toute fusion, on se repose les questions d'organisation de courrier dans la nouvelle entreprise, sachant que la MSA de l'Ain ouvrait le courrier qui lui était destiné avec des équipes et des matériels dédiés. Donc effectivement, on a recommencé un peu les différentes opérations qui avaient pu se faire. Mais avec les contraintes budgétaires qu'on peut connaître les uns et les autres, on s'est rapproché de l'ESAT pour voir comment ce volume supplémentaire pouvait être pris en charge. Et je pense que M. Piron a su bien nous relater et relater à la direction de la Caisse les formations qu'il a mises en œuvre pour améliorer la productivité et nous sensibiliser aussi à la nécessité de poursuivre cette activité pour équilibrer les personnes handicapées. Et on s'est rencontrés, on s'est déplacés sur les lieux de réalisation de ces travaux en impliquant un maximum d'interlocuteurs, à la fois avant et après le choix de généraliser cette ouverture de l'ensemble des courriers destinés à la MSA Rhône sur le site donc de l'ESAT Avez. Donc je ne pourrais que vous encourager d'essayer de mettre en place de telles sous-traitances. D'abord, c'est la volonté. Donc effectivement, c'est rassurant de voir que la MSA a clairement la volonté.
Et après, c'est pas très difficile. C'est cette fameuse procédure. Il faut tout décomposer, mais de manière beaucoup plus fine que pour un interne. Hein. Bon, en interne, hein, tout le monde est là, tout le monde comprend le fonctionnement et certaines choses n'ont pas besoin d'être dites. Nous, tout doit être millimétré. L'impossible doit être imaginé parce que régulièrement, on dit mais je ne pensais pas que ça puisse arriver. Mais si, donc on remet dans la procédure. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc Alain Dubuisson il a bien expliqué. Il faut laisser du temps. Alors, faire l'annonce du recours à un ESAT dans une entreprise qui n'a absolument pas cette expérience, c'est pas si facile que ça. On a vu tout de suite poindre un certain nombre d'inquiétudes. Vous savez, on l'a vu ce matin, le monde du secteur protégé et le monde de l'entreprise sont deux mondes qui se parlent davantage maintenant. On entend beaucoup parler de ROI, mais maintenant, en fait... Le ROI, ouais. En fait, c'est le retour social sur investissement. Alors, ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire qu'effectivement, quand on crée une rampe d'accessibilité et qu'on investit pour des personnes handicapées, ça va profiter à la maman qui avec son landau, ça va profiter à la personne âgée, etc. Donc ça, c'est un exemple. Lorsqu'on embauche une personne handicapée au sein de sa structure, ça profite à l'ensemble des salariés qui effectivement sont confrontés à une nouvelle expérience, etc. Lorsqu'on fait des manuels opératoires très fins pour les personnes handicapées, ça peut profiter pour des personnes en interne. Il faut faire face à un autre regard. Ce regard prend des formes multiples, mépris parfois ou apitoiement. Il existe aussi une vraie compassion, une compassion intelligente. L'essentiel est de comprendre. Comprendre permet de percevoir la personne et de ne pas la réduire au handicap ni à la situation qu'elle traverse. Peut-être faut-il rechercher la vérité, y compris dans son aspect de vérité intérieure. L'important pour moi a été de mesurer l'impact du handicap sur ma vie professionnelle, savoir que les compétences demeurent, mais qu'elles vont devoir s'adapter aux contraintes de la situation de handicap. Tout cela contribue à lutter, de sentir l'entreprise à ses côtés. Il s'agit aussi de dire les choses et de parler. L'écoute est ce qu'il y a de plus décisif. La personne en situation de handicap, acquis ou non lors de son parcours professionnel, peut parfois apporter quelque chose de dynamique et de nouveau. Elle relativise les notions de souffrance au travail dans la mesure où pour elle, le travail n'est pas une souffrance, mais une réponse positive. Cela ne conduit pas à masquer les difficultés rencontrées, mais à les considérer autrement. Je dirais que nous sommes quand même soumis à deux injonctions paradoxales qu'il faut arriver à surmonter. D'une part, l'injonction de la qualité de service au client, couplée aussi avec les notions de productivité dont nous devons tenir compte. Et la question, c'est de savoir si dans ce contexte-là, l'entreprise est capable d'être une vraie communauté de travail qui peut donner sa place aussi bien aux valides qu'aux personnes handicapées. Et puis, puisqu'on est pour parler des travailleurs en situation de handicap, je crois qu'il ne faut pas oublier la visite de reprise de travail, donc qui est une visite obligatoire à l'initiative de l'employeur à faire dans les 8 jours. Mais cette visite-là est la visite qui remet le travailleur au travail et qui permet à cette personne de se retrouver resociabilisée auprès d'un collectif de travail qui doit accepter d'avoir en face de lui un salarié en situation peut-être différente ou pas, puisque tout dépend, comme ça a été lu dans la lettre, de savoir si le salarié a communiqué ou pas vers son employeur. Alors, même si le salarié en situation de handicap est un salarié que l'on déclare, nous, médecins du travail, en surveillance médicale renforcée, c'est-à-dire qu'il est là en droit de bénéficier d'une visite médicale systématique tous les ans, je crois qu'il est important de dire que les examens médicaux ne font pas tout. Et j'insiste sur le fait que le collectif de travail autour du salarié est important. Donc je parle dans les services de santé et sécurité au travail du rôle des conseillers en prévention qui sont là pour nous appuyer et appuyer l'employeur pour aménager et adapter un poste de travail. Je parle du rôle des ressources humaines, je parle du rôle des différents services, des moyens généraux,
on les oublie aussi de temps en temps assez souvent, qui sont là pour permettre une adaptation du poste de travail. Je pense que ces rôles, que je ne dis pas annexes, mais ces rôles complémentaires à celui du médecin du travail sont indispensables. Alors une fois passée cette deuxième étape, on s'est interrogé sur la stratégie de communication à adopter. Alors le premier point, ça a été un courrier du DRH à l'attention des cadres managers pour les informer de la démarche du référent handicap auprès de leurs collaborateurs handicapés. C'est simplement leur dire, voilà, vous avez des collaborateurs handicapés identifiés ou pas, la référente handicap va leur proposer un entretien. Voilà. Deuxième étape de la communication, ça a été des articles dans le journal d'entreprise. Alors on s'est aperçu qu'ils ont été lus avec une grande attention par les salariés handicapés qui sont souvent venus au premier entretien avec la référente handicap avec des questions ou des points à préciser par rapport à ces articles. Ils étaient souvent en attente d'une action réelle. Par exemple, sont eux qui ont évoqué des groupes de parole, des groupes d'échange. À part ça, on n'a pas vraiment eu de retour spontané des autres salariés, à l'exception des instances représentatives du personnel. Et la troisième action de communication s'est achevée la semaine dernière. C'était une formation à l'attention des managers relative au handicap qui avait pour objectif de définir, de qualifier le handicap, de sensibiliser les cadres et de leur donner des outils pour accueillir un collaborateur handicapé ou le maintenir dans son emploi. Alors, le bilan de cette formation et sans doute le plan d'action qui va en découler doivent être vus en commission handicap là, dans les semaines à venir. Et débloquer certaines situations. Donc, le premier exemple, c'est une salariée près de la retraite, elle avait 58 ans, qui avait des problèmes auditifs de plus en plus importants, qui faisait que dans son service, le comportement à son égard avait un peu changé. On trouvait que elle faisait semblant de ne pas entendre, elle ne voulait pas prendre le téléphone parce qu'elle y mettait de la mauvaise volonté, etc. Donc avec la participation du SAMET, puisqu'elle nous avait alertés, et un organisme qui s'appelle l'Ariada et qui œuvre en Basse-Normandie, on a pu faire venir donc l'Ariada et faire une sensibilisation aux problèmes auditifs à l'ensemble du service. Et ça a vraiment changé le regard que les collègues portaient sur la façon de travailler de cette personne. Deuxième exemple très concret, on avait aussi une salariée dans un autre service qui avait un diabète important et qui risquait de faire des malaises. Et donc, éventuellement, il fallait faire une piqûre en urgence et faire les soins appropriés. Donc là, ça a été tout un travail avec le CHSCT, donc avec le collectif de travail, les personnes qui travaillent avec elle, les personnes qui se sont portées volontaires, et on a fait venir un médecin des urgences pour mettre en place un protocole diabétique en lien avec le médecin du travail. Voilà, deux exemples extrêmement concrets. On a travaillé aussi sur l'aspect communication. Dans le journal d'entreprise, dont on s'est servi aussi, on a fait un article sur une personne qui a un handicap visible et pour qui on a fait 2 aménagements de postes de travail. On œuvre aussi, alors je ne sais pas si ça se situe encore dans le maintien pour l'emploi, mais c'est une chose à laquelle on tient aussi. On fait des actions de prévention en matière de maintien dans l'emploi. C'est-à-dire que l'on a passé l'année dernière au mois de septembre, et là on a renouvelé l'opération, des petits messages à l'ouverture du micro, donc chaque salarié peut les voir, sur la façon dont on se tient un poste de travail, le travail sur écran. Donc ça va du réglage du siège à la position que l'on doit adopter, donc prévention des TMS qui est une réalité dans nos caisses et quelque chose d'important. Et on a mis en place également une liste de matériel validé par, alors on a travaillé avec la commission handicap, mais validé par le médecin du travail et le service prévention des risques professionnels. Donc sur des matériels immédiatement disponibles sans avoir besoin de passer par le médecin du travail ou par une procédure un peu compliquée. Donc ça va du siège ergonomique standard au repose-poignet, au repose-pied, enfin voilà, toute une liste, une dizaine de matériels comme ça, des cartables à roulettes aussi pour les personnes qui travaillent à l'extérieur et qui transportent des lourds dossiers. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a mis en place aussi l'année dernière et qui fonctionne assez bien. Et là, on est plutôt dans la prévention. Groupama mène de nombreuses actions de prévention des discriminations et de promotion de la diversité, le plan Espoir banlieue, le guide des managers. Et ces actions, en fait, il faut dire que ces actions requièrent la mobilité
la mobilisation constante des correspondants diversité, des équipes RH, des managers qui doivent convaincre en permanence que le handicap n'est pas une difficulté, mais doit être intégré dans l'entreprise et peut très bien se passer. Je vais essayer de vous faire part surtout des aspects de témoignage qui sont extrêmement, comment dire, impliquants. Et je voudrais le faire en reprenant une phrase peut-être dont certains d'entre vous connaissent d'Albert Jacquard, qui est un généticien des populations, et qui disait à propos du handicap en général que nous n'aurions pas un certain nombre de progrès humains aujourd'hui s'il n'y avait pas eu des personnes handicapées et qu'on leur devait énormément. Alors il prononçait même ce mot qui peut lui aussi faire peur, de génie, en disant qu'un certain nombre de génies étaient des personnes handicapées. Alors, la façon dont le vit chaque personne est également différente. Alors, il y a par contre une pluralité de langages autour du handicap. Et tous ces langages ont leur pertinence, ont leur cohérence, ont leur justification. Il y a un langage médical, il y a un langage administratif et juridique, législatif, on l'a vu ce matin, et il y a un langage de gestionnaire également, puisqu'on est dans le cadre de situations de travail et d'organisation du travail. Bien, mais tous ces langages s'articulent à un moment donné face à une personne. Et il est tout à fait intéressant d'écouter ce que la personne a à dire, indépendamment de tous ces langages qui vont venir définir, mais de l'extérieur, ce qu'est le handicap, savoir la façon dont elle vit le handicap et ce qu'est la situation de handicap pour elle. Finalement, la situation de handicap s'articule autour de trois choses, autour du corps, autour du cri et autour du cœur. Et c'est ça qui est intéressant, quand vous faites ce que vous faites, il y a une convergence, pour ne pas dire une congruence, entre votre action en tant qu'acteur et votre action en tant qu'employeur. Et ça, je trouve ça très bien, et c'est un facteur de succès, évidemment. La deuxième chose par rapport à ça, c'est le fait que vous fassiez tout ça dans un système de contraintes qui est fort. Parce que si j'ai bien compris, votre convention d'objectifs et de gestion, c'est pas forcément très facile à gérer. Vous n'êtes pas dans une période d'expansion absolue. Et malgré ça, vous faites quand même pour les personnes handicapées, et ça, on ne peut que le souligner. Le troisième point, c'est un petit peu la conséquence du précédent, mais pas tout à fait, et on en a eu la preuve avec les trois ateliers, les trois groupes dont vous avez fait témoigner aujourd'hui, c'est de travailler en groupe projet pour impliquer les acteurs. Et là aussi, l'implication de tous les acteurs, j'ai parlé des IRP, mais du management, des acteurs locaux, de l'ensemble de la médecine du travail, etc., est un facteur extrêmement important pour faciliter la mobilisation autour de cette question et surtout la pérennisation. Je crois qu'effectivement cet accord, on se rend bien compte qu'on peut le ranger dans un tiroir, on peut le faire vivre là ou ailleurs, mais on ne le fait vivre, on ne le fait vraiment exister que si tout le monde s'y met et stimule la communication qui accompagne l'action de chaque équipe. Aujourd'hui, tout compte fait, on a peu parlé de chiffres, un petit peu, mais pas trop, mais surtout de la fonction des ressources humaines. Vous savez qu'elle me tient à cœur, et pas seulement entre responsables de ressources humaines, mais bien entre les différentes parties prenantes au sein de nos organismes. Alors, cet objectif qui vise à assurer l'accès au travail et le maintien dans l'emploi des salariés handicapés est formateur. On revoit nos pratiques, ça fait écho à nos questionnements. C'est les trois tables rondes qu'on a vues. Comment je recrute, qui je recrute, comment j'accueille, comment j'intègre un nouveau collègue, un nouveau collaborateur. Tout l'intérêt de la méthode de recrutement par simulation et de la formation. Et moi, je souligne que tout ça s'inscrit dans un engagement qui est dans notre convention d'objectifs et de gestion. Il n'y a pas que la réduction des effectifs, quand même, il faut y voir aussi autre chose, qui est un engagement relatif à la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes. Je trouve que les personnes qui sont dans la salle sont très attentives, prennent des notes aussi, ça prouve que ça les intéresse, voilà. Et moi-même qui ai participé à l'organisation de ce colloque, je suis très satisfaite parce que je trouve que tous ceux qui interviennent
ont vraiment joué le jeu et apportent vraiment toute leur expérience pour la partager. Nous envisageons effectivement d'inciter nos entreprises à participer à la semaine pour l'emploi des personnes handicapées qui aura lieu au mois de novembre, entre le 15 et le 20 novembre. Nous voulons aussi accompagner les caisses dans leur travail et donc je vais lancer des journées régionales l'an prochain, à partir du mois de février jusqu'au mois d'avril. Voilà. J'ai appris beaucoup de choses sur le sujet. C'est un sujet sur lequel on pense tout savoir. Eh bien, j'ai appris beaucoup de choses. Une suite surtout concrète. En essayant, dans toute la mesure du possible, chaque fois qu'il y aura une opportunité, de se poser la question de faire participer une personne handicapée à un projet, à un emploi, quand ça se présentera. C'était très intéressant, il y avait des divers participants, il y avait les témoignages, il y avait pas mal d'infos qu'on n'avait pas nous au niveau de nos caisses, donc c'était très très enrichissant. Le monsieur qui a parlé le premier là, sur l'anthropologie, c'était très très intéressant. Bien entendu, on va essayer de mettre en place dans nos caisses la collaboration avec les ESAT, essayer de recruter un peu plus de personnes avec des petits soucis d'handicap. C'était un colloque animé avec des intervenants très, très différents, suivant les sujets qui ont été abordés. Je pense que pour chacun, on va repartir avec des idées, des expériences qu'on a envie de pouvoir mettre en place dans chacune de nos MSA. C'était vraiment du concret, c'était des témoignages, donc vraiment bien, contente d'être venue. Donc le colloque en lui-même, une belle participation, donc ça veut dire une sensibilisation des acteurs de la MSA aux questions qui se posent autour de l'emploi des personnes handicapées, une belle organisation, une salle, des tables rondes très intéressantes, et on va encore en découvrir cet après-midi. Donc vraiment une impression très très positive. Je suis très heureux d'être ici et d'avoir modestement contribué en animant une table ronde. Voilà. Donc à mon avis, on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas une suite. Donc déjà une suite au sein de la MSA pour poursuivre les efforts qui ont été faits pour l'emploi des personnes handicapées, l'accès à la sous-traitance, etc. Alors mes impressions sont très bonnes parce que je réalise qu'il y a beaucoup d'exemples à prendre, beaucoup d'expériences à explorer et je trouve qu'il y a eu une bonne participation. Ah oui, pour nous, moi étant DRH, bien sûr qu'il y a des idées à prendre et notamment autour du projet partage, j'ai déjà pris des contacts et j'espère qu'on pourra mener à bien des recrutements.